tout à l'heure dans votre introduction, l'école est en panne. Ça, je veux dire, c'est le constat, on le tire tous, tous les candidats confondus. Beaucoup de jeunes sortent des écoles sans formation, et nous sommes paradoxalement, bien que le budget d'éducation nationale soit le budget le plus important dans les budgets de l'État, le pays qui consacre le moins sur la part enseignement et éducation nationale à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire après le bac, c'est-à-dire bien souvent aux formations qui conduisent à l'emploi. Alors, fort ce constat, en essayant de prendre à travers les trois questions qui sont posées, sur la carte scolaire, Nicolas Sarkozy dit, aujourd'hui la carte scolaire, d'abord elle est contournée. On voit les collèges, c'était dit par les précédents intervenants, qui publient les meilleurs résultats, etc. Il y a une espèce de fuite organisée des familles sur certains territoires par rapport au collège, au lycée de leur secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? La proposition de Nicolas Sarkozy, c'est de dire la carte scolaire, à partir du moment où c'est un outil qui ne marche pas, il faut le transformer en donnant l'obligation aux établissements de favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire de ne plus accepter le principe qu'on prend les meilleurs, comme ça on a des bonnes notes dans les classements, et puis on laisse les moins bons sur le bord de la route. Il faut que partout, sur l'ensemble du territoire, dans les écoles, les collèges et les lycées, il y ait une mixité sociale qui soit assurée. Alors, le détail de tout ça et comment, c'est la bonne question. Est-ce que ça doit être une responsabilité du chef d'établissement? Est-ce que ça doit être une impossibilité des recrutements hors zone? Je le sais un peu en tant que conseiller général, et on voit, on essaye de lutter contre ça sur certains collèges où les parents font des demandes de dérogation, il y a le système des options. Il n'y a pas un responsable dans tout ça, c'est tout un système qu'il faut changer. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale accorde des options à certaines écoles et favorise ainsi les transferts hors carte scolaire, il participe à ce système de ghettoisation de certains collèges. Je parle des collèges, pardon, parce que c'est dans la compétence du Conseil général, mais ça doit être certainement vrai pour les lycées et pour les écoles. Donc il faut absolument que l'on réussisse. Alors, est-ce que ça passera par une modification du principe de la carte scolaire, sa suppression, son remplacement par quelque chose qui soit différent ou équivalent? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre de façon précise. Mais l'objectif que veut fixer Nicolas Sarkozy, c'est la mixité partout, parce que c'est celle-là qui permet d'éviter les écoles ghetto et les super boîtes publiques, avec les collèges et les lycées, qui se bagarrent pour avoir la meilleure. Je ne veux pas laisser penser, et je ne laisserai pas penser, que l'UMP est un parti raciste. Ça, je ne peux pas l'accepter, parce que c'est faux. Et que lorsque Nicolas Sarkozy parle de l'identité de la France, il y met derrière une communauté de valeurs, et que quand M. Fillon il vient à Oulin mardi, et qu'il parle de l'identité de la France, qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de reconstituer un peu sa phrase. Il dit que l'identité française s'est enrichie et s'enrichira des différentes vagues d'immigration, que l'identité de la France n'est pas une question de couleur de peau, mais de partage de valeurs. Il s'agit de définir ce que sont les valeurs qui fondent la France. Il en cite 3, mais il y en a certainement bien d'autres, et c'est tout un travail. On est à l'heure de la mondialisation, on perd nos racines. Les 3 choses qu'il cite, les 3 principes qui fondent l'identité française, il dit la laïcité, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens à part quelques extrémistes qui étaient opposés, la séparation de l'Église et de l'État, vieil acquis républicain de 100 ans, et l'égalité homme-femme. Je ne vois pas honnêtement dans ces propos-là des choses choquantes. Et Nicolas Sarkozy s'attache à dire, tout comme nous tous, il y a dans mon équipe à l'UMP du Rhône des gens de couleur qui ont été pris sur leurs compétences, parce que c'est ça qui est important, et pas simplement pour être des alibis, et il faut qu'on sorte de ça. Et le discours de Nicolas Sarkozy, il n'est pas autre chose. Il est de dire, nous devons voir les gens en fonction de leurs compétences, et pas en fonction de leurs origines, alors qu'ils soient picards, auvergnats, d'origine africaine. Les propos sur l'Afrique, je vous invite à lire, il y a une interview dans Jeune Afrique du 5 novembre 2006. Si vous me laissez vos coordonnées, je veux bien vous la communiquer.
vous verrez que je ne sais pas qui vous a rapporté ces propos, mais c'est pas ce que j'ai lu, en tout cas dans son interview et dans ce qu'il pense et ce qu'il dit de l'Afrique, et j'aurai l'occasion de le dire ensuite sur les propositions qu'il fait en matière de co-développement. Ce qui m'a valu avec cette campagne de Christiane Taubira il y a 5 ans, et pardonnez-moi d'en parler une minute, c'est d'avoir eu des attaques permanentes sur le fait que c'était une candidate communautariste. Et j'allais dire, il est intéressant dans vos associations que vous continuez, que vous accentuiez votre combat, car au contraire, à aucun moment Christiane n'avait voulu se situer sur ce terrain-là. Elle, son terrain, c'était la République, les valeurs de la République. Et d'ailleurs, elle avait essayé de distinguer son combat sur ce merveilleux slogan qui était la République fraternelle. Parce que je crois que ces valeurs de la République issues des Lumières, même si elles sont parfois galvaudées, même si parfois elles n'aboutissent pas à ce que sont leurs ferments, il faut les maintenir et bien garder à l'esprit qu'un combat politique est un combat, quel que soit son sexe et quelle que soit sa couleur de peau. On va être un peu polémique, parce que comme on n'a pas trop de temps, et puis que je ne voudrais pas qu'il y ait que des monologues, je taquinais un peu mon voisin de gauche, qui, je peux le rassurer, c'est vrai, je le considère comme extrêmement modéré, et mon autre collègue de droite, qui l'est tout autant, j'espère qu'il pense la même chose que moi. J'avais l'impression, en entendant là, tout à l'heure Michel Avare, que Nicolas Sarkozy était un nouveau candidat, qui débutait en politique, qui avait plein de bonnes idées. Et je me demandais si c'était le même qui, depuis 5 ans, est ministre d'État. Ce qui n'est pas peu dire. C'est souvent à dire qu'on a créé vraiment ce ministre d'État et qu'il a participé pendant 5 ans à un gouvernement en étant un des plus hauts postes de ce gouvernement. Posez la question. Posez aussi la même question de savoir si c'était le même qui était maire de Neuilly-sur-Seine, où là les problèmes de ghetto et de carte scolaire ne se posent pas, puisqu'il y a 2% de logements sociaux, et que donc, j'allais dire, on peut là tenir tous les beaux discours, toutes les belles paroles, mais je crois qu'aujourd'hui, je l'ai senti d'après vos questions, il y a un moment donné, il faut des actes. Alors moi, ce que j'allais dire, j'ai repris l'expression tout à l'heure d'un des personnes qui posait la question, il y a urgence. Il y a urgence et qu'on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire des règles actuelles. On ne peut pas se satisfaire de conserver les ghettos. Et il y a eu une loi courageuse à une époque, votée par la gauche, la loi SRU, qui, on le sait, aujourd'hui n'est pas appliquée. Vous savez, cette fameuse loi qui impose un taux de logements sociaux aux communes. Et là, dans le pacte présidentiel, première décision, si les maires ne veulent pas appliquer la loi, on leur imposera l'application via les préfets. C'est une des propositions du pacte présidentiel de Ségolène Royal. Car il y a un moment donné, quand il y a urgence, il faut savoir prendre des dispositions, même qui parfois sont coercitives ou contraignantes. Le deuxième souci, c'est le souci de l'école. Et là, il faut arrêter, j'allais dire, les discours. Il y a les réalités. Les réalités aujourd'hui, c'est qu'il y a des classes ghetto, que les parents qui en ont les moyens peuvent se permettre de mettre leurs enfants dans des écoles privées, et que ceux qui malheureusement n'en ont pas les moyens se retrouvent dans des classes qui sont encore plus ghetto qu'avant. Et que si à un moment donné on ne remet pas en cause la carte scolaire, j'allais dire, on terminera sur cette image que la République ne peut pas voir. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu deviendras. L'école de la République, le ferment de l'école de la République, c'est la mobilité sociale. Et si l'école de la République ne joue plus ce rôle-là, elle faillit. Et dans ce cas-là, il faut là aussi prendre des engagements clairs. Il y en a 2 qui sont pris par Ségolène Royal dans son pacte présidentiel. Tout d'abord, la révision de la carte scolaire pour supprimer les ghettos. C'est écrit, très concrète. Limitation à 17 du nombre d'élèves par classe en CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec des classes où il y a 30 gamins, où l'enseignant ne tient plus du tout la classe, et que dès l'école primaire, le mal est quasiment fait et quasiment plus récupérable par le système.
dialogue pas simplement entre les politiques et les citoyens, mais aussi finalement entre les hommes et les femmes qui participent à la même communauté nationale, même si on a des origines différentes. Vous avez peut-être vu François Bayrou samedi dernier à La Courneuve, qui était invité par SOS Racisme, était le seul candidat avec Dominique Voynet, des Verts, qui s'est rendu à cette invitation, seul, face à la population, en dialogue. Et l'humanisme qui sortait de cet homme, je crois qu'il a été sacrément reconnu par les militants de SOS Racisme qui étaient présents ici, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec nos idées. Alors que la veille, Nicolas Sarkozy s'était rendu à Meaux chez son ami Jean-François Copé, face à un meeting de 100 personnes et 326 policiers autour. Quand on voit la société dans cet état-là, on peut se poser des questions sur le bilan du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de la question de l'école et de l'emploi, vous connaissez la priorité des priorités pour François Bayrou sur ce sujet. Les priorités pour l'école, dans notre débat sur la discrimination, c'est pour deux motifs. Tout d'abord parce que l'école, c'est l'instrument de la réussite pour tous, de l'égalité des chances, et qu'il faudra bien évidemment que pour réussir, tout le monde puisse accéder au socle de base de connaissances, apprendre à lire, à écrire, à compter, avant d'entrer en sixième. Et tant que ça n'est pas fait, il faut trouver des moyens pour que chaque élève y accède. Mais pour les discriminations, la priorité de l'école, c'est aussi autre chose. Et on sait, tout humaniste le sait, que toute société éduquée fait reculer l'intolérance. Toute société éduquée fera reculer le Front National. Et c'est en quoi la priorité de l'éducation est essentielle. J'en viens à vos questions sur la carte scolaire, l'orientation et le CV anonyme. La carte scolaire, on fait le même constat. Elle a conduit aujourd'hui à la ghettoisation. Elle date de 63, même si elle a été un petit peu modifiée progressivement. 63, à l'heure où les banlieues étaient en train d'être construites, alors que ces banlieues, à l'époque, étaient presque considérées comme le mieux qui existait dans notre société. Donc on voit qu'il y a quelque chose à profondément changer dans cette carte scolaire, mais certainement pas la supprimer. La supprimer, c'est renforcer encore plus les inégalités. Alors la modifier, il faut encore une fois faire confiance aux initiatives parfois locales, qui foisonnent de plus en plus. On en connaît à Montpellier, on en connaît, je crois, ici à Oula. Je crois que la maire UMP a fait des propositions, me semble-t-il, mais toutes les initiatives sont bonnes. On sait que, par exemple, les cartes scolaires plus en camembert qu'en ghettoisant les établissements scolaires, c'est une solution. Camembert, ça veut dire en tirant un tout petit peu du centre-ville et en élargissant vers la banlieue. C'est déjà une idée. Vous parliez du busing, etc. Il y a plein de solutions. Et je relis un petit peu la notion de carte scolaire à l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle, elle dépend finalement, évidemment, comme vous le dites, du lycée dans lequel on sort. Quand on est dans un lycée en plein cœur d'une banlieue, quand on accumule dans ces lycées la pauvreté et tous les problèmes sociaux, il est clair que à la fois l'élève n'a aucune perspective d'autre type d'orientation que l'orientation professionnelle, etc., leur enseignant non plus. Mais si on mixe davantage, si on propose une école de l'excellence pour tous, si on propose d'autres types de formations, on a vu des initiatives, par exemple sur Sciences Po, sans parler vraiment de discrimination positive, qui pour moi sont un petit peu insultantes. On voit que, en proposant des options particulières, que les options ne soient pas toujours pour les mêmes. Contre toutes ces discriminations, j'aimerais d'abord vous remercier d'être présent ici ce soir, remercier l'association Émergence Plus pour ce débat citoyen qui est important et qui est d'actualité tout le temps, malgré beaucoup d'avancées. Je dirais que le sujet est très sensible pour dire que, permettez-moi quelques mots quand même d'introduction. Au lendemain du second tour des présidentielles en 2002, le sursaut d'indignation populaire, je dirais contre la haine, a fait renaître pour des millions de Français l'espoir d'une société pétrie d'égalité, de justice, de solidarité, d'humanité. Mais jusque-là, et depuis lors, rien ne fut. Rien n'a avancé visiblement.
je dirais, l'état des débats politiques reste stérile. Ne font au contraire qu'empirer et qu'aggraver la situation. Je crois qu'on en rencontre tous les jours des cas de discrimination et des cas de racisme extrême dont la plupart d'entre vous étaient à la place Bellecour il n'y a pas très longtemps pour le cas de Gigi, donc du jeune qui a été victime de racisme. Et comme si le choc du 21 avril n'avait pas suffi, les thèses racistes, homophobes, révisionnistes, discriminatoires et culturalistes ont fait, je dirais, tache d'huile sur l'échiquier politique tout entier. Et en débordant la seule surface politique de l'extrême droite. Se découvrant, je dirais, je ne veux nommer personne ici ce soir, mais une deuxième vie dans les discours des candidats présentés comme républicains, ce qui est aussi constaté dans certaines mesures, parce qu'on a eu quand même un gouvernement, excusez-moi, mais il y a eu certaines mesures qui ont été prises dans la législation. Exemple, la loi du 23 février 2005, qui a été abrogée, certes, mais sous quand même, je dirais, le soulèvement populaire. Depuis aussi, il y a eu les indemnités des anciens combattants ou des médecins étrangers, j'en sais quelque chose. Ils gèrent des services tout entiers, mais ils ne sont pas, ils sont toujours considérés comme étant étrangers en ce qui concerne les salaires, en ce qui concerne les compétences. Ils sont là pour gérer et subvenir aux besoins des services, notamment les services d'urgence, parce que si aujourd'hui les médecins étrangers s'arrêtaient de travailler, les services d'urgence vont se fermer. Et je crois qu'il est important de le signaler aussi. Il est d'ailleurs étonnant, je dirais, de constater que durant toute cette campagne, deux choses essentielles dont on discute aujourd'hui ont été oubliées dans cette campagne présidentielle, qui est quand même importante aux yeux de nos concitoyens. Il s'agit de la politique internationale et étrangère et de la question de la discrimination. Alors, moi je souhaiterais dire une chose en introduction sur l'ensemble des questions que vous dites, qui sont traversées finalement par la même préoccupation, il me semble, aujourd'hui. C'est la question de la posture politique des partis vis-à-vis des communautés, vis-à-vis des communautés issues d'immigration. Je fais des petits paquets là en échelle, et vis-à-vis aussi des relations internationales. Alors, je voudrais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, qui a circulé un peu sur le mail cette semaine, qui est que la Ligue des droits de l'homme a noté les candidats au présidentiel, et que la candidate des Verts, Dominique Voynet, a reçu la meilleure note. Ça fait un peu scolaire quand je vous dis ça, mais on était quand même assez heureux chez nous, chez les Verts, de voir qu'on a été noté par une association internationale dont on ne peut quand même pas douter de la légitimité. La posture des Verts, vous le savez, qui est un parti jeune, somme toute, un peu moins de 20 ans, vous le savez, c'est un parti qui s'est construit à partir des mondialistes, de René Dumont, et à partir des régionalistes. Pour nous, la question des identités et des solidarités internationales a toujours été présente dans la constitution de l'écologie politique, contrairement à ce qu'on sait des Verts que l'on situe et parfois que l'on restreint à une approche uniquement de la protection de l'environnement. C'est pas du tout comme ça que s'est créé ce parti-là. Il s'est créé sur la défense des minorités régionales, des minorités issues de l'immigration, de la solidarité, d'une vision globale de la planète, bien sûr. On ne peut penser l'écologie que comme ça. Voilà. Alors, on a été très tôt confronté à la question des langues, à la question des minorités. On a toujours défendu, vous le savez, les minorités. On a été aussi très vite et très souvent dans des combats pour défendre que ce soit les gens qui n'ont pas de papiers, ou que ce soit pour les gens qui sont avec des papiers, ou que ce soit les Français issus de l'immigration. Je pense qu'il est important de le rappeler. On a en revanche un souci en France
dans la construction de notre République, qui est qu'à un moment donné, la France, dans sa construction, s'est pensée de manière homogène. Hein, vous le savez ça. Et que, alors, elle a éradiqué de la même façon les cultures issues régionales hein, et les patois régionaux, et elle a proposé un modèle plutôt assimilationniste qui n'a pas permis, dans bon nombre de cas, aux personnes que nous avons accueillies sur le territoire français de revendiquer leurs racines, leur pays d'origine. Et je pense qu'on a là, alors on dit aussi du modèle communautaire qu'il est tout aussi casse-gueule et tout aussi peu réussi. Il n'empêche que si on s'en tient déjà à notre propre modèle en France, on a eu plein d'occasions ratées, plein de rendez-vous ratés où on aurait pu permettre aux personnes françaises, mais issues de pays étrangers, de revendiquer leur identité, leur culture. Moi j'ai envie de parler de culture. La notion d'identité me gêne beaucoup. J'ai trouvé tout à fait odieux à un moment donné qu'un candidat que Sarkozy, pour ne pas le nommer, puisse imaginer accoler d'ailleurs la question d'identité nationale et d'immigration. C'est un amalgame qui est insupportable. Nos identités sont plurielles à tous. Moi je suis français, je suis auvergnate. Le fait qu'un organisme de cours particulier, qui s'appelle Academia, vient de rentrer en bourse et coté en bourse. Voilà. À partir de ça, pour faire le constat qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont prêts à payer 18 € de l'heure pour avoir des cours particuliers pour leurs enfants. Ce qui indique deux choses. D'une part, qu'il y a une carence au niveau de l'institution scolaire pour le suivi individualisé des enfants. Et donc, les enfants dont les parents ne sont pas cotés au CAC 40, ou les enfants dont les parents ne sont pas capables d'aider leurs enfants pour passer le bac, sont en difficulté aujourd'hui par rapport à l'avenir de leurs enfants. Et donc il y a un véritable besoin aujourd'hui à l'école d'un suivi individuel des élèves, en plus des classes qui doivent être allégées dans beaucoup de situations, parce qu'il y a encore des classes trop nombreuses dans beaucoup d'endroits, mais en plus de ça, dès l'école primaire, il faut un suivi individuel des enfants de façon à ce que les gamins qui sont en difficulté sur telle ou telle question, et ça commence par la lecture, puissent être récupérés par une aide individualisée dès l'école primaire. Au collège, c'est déjà trop tard. Il y a une série d'enfants qui rentrent au collège et qui sont déjà en difficulté, et la difficulté, ils la prennent depuis l'école primaire. Et donc, partir de ça, d'un renforcement des moyens éducatifs pour l'école, ça doit pouvoir être possible financièrement. Parce que si on fait le total des bénéfices de cette année des entreprises cotées au CAC 40, c'est 100 milliards d'euros, c'est-à-dire une fois et demie le budget de l'éducation nationale.